Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande H, l'émission d'histoire du média. Je reçois aujourd'hui Mathieu Arnoux. Bonjour. Bonjour Mathieu Arnoux, je suis très content que tu sois là avec nous, historien du Moyen-Âge, de l'économie et des sociétés médiévales. Tu viens de faire paraître un livre qui s'appelle « Un monde sans ressources, besoins et sociétés en Europe ». 11e, 14e siècle. Alors il s'agit d'un monde dont de nombreux siècles nous séparent, un monde qui a en particulier pour caractéristique de ne pas vivre ce qui l'entoure du point de vue de l'humanité, de ne pas voir l'environnement, la nature, je te cite, comme une sorte d'entrepôt où l'on vient se servir comme on veut, à disposition et de surcroît sans payer, sans se soucier de contrepartie. C'est un livre qui nous amène des nouvelles du Moyen-Âge qui sont d'une actualité brûlante, je dirais, et je vais peut-être revenir sur le contexte d'ensemble de prise de conscience de la part des historiens et des scientifiques que nous serions entrés depuis un certain temps dans l'Anthropocène, c'est-à-dire dans une ère géologique où, chose inouïe, l'activité humaine change la donne et met même en danger l'écologie, c'est-à-dire le bon fonctionnement général du vivant, de la planète. Cette notion d'anthropocène, elle a été mise sur le devant de la scène, en particulier à partir de la fin du XXe siècle, à partir des années 80, par le biologiste Eugène Sturmer, et puis surtout par Paul Crutzen, qui est un chimiste de l'atmosphère, prix Nobel de chimie, qui a contribué vraiment à diffuser l'idée qu'on est entré dans une phase où l'homme transforme radicalement la nature et même la met en danger. En France, en particulier, sont des historiens des sciences et des techniques qui ont mis l'accent là-dessus, Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressot, je pense en particulier à eux, et à leur livre très influent qui s'appelait « L'événement anthropocène, la Terre, l'histoire et nous ». Il y a eu depuis des réflexions, des avancées très importantes de ce point de vue-là pour penser politiquement ces dangers que l'humanité fait encourir non seulement à elle-même, mais à l'ensemble du vivant. En particulier, je pense à la réflexion de Jason Moore, qui à partir des années 2010-2015 écrit pour dire « mais l'Anthropocène, c'est surtout un capitalocène ». C'est-à-dire, je reprends sa réflexion, ce qui est en cause, la crise que nous vivons, ce n'est pas la faillite d'une espèce en général, ce n'est pas la faillite des humains, c'est la faillite d'un système. Car il y a eu des humains avant le système qui nous a fait passer à l'Anthropocène. Moore nous dit le discours sur l'Anthropocène, c'est un discours biaisé parce qu'il blâme aussi les victimes, tout autant que ceux qui sont les responsables ou qui tirent profit du système. Et c'est un mauvais marchepied, dit-il, l'Anthropocène, pour le mouvement écologique à venir qui doit remettre en cause plutôt le capitalocène. Alors il y a beaucoup de discussions pour savoir à quand remonte le début du capitalocène, à quel moment l'humanité se met à entretenir un nouveau rapport avec la nature qui la pose comme externalité, comme une ressource, et c'est dans le titre du livre. L'étape suivante, ça a été encore le raffinement du diagnostic, en quelque sorte, en parlant non seulement de capitalocène, mais aussi avec Anna Tsing et Donna Haraway, des philosophes anthropologues américaines, en parlant de plantationocène. Ça a l'air un petit peu compliqué, mais en fait, c'est très clair. Il s'agit de la transformation du monde dans une logique extractiviste en une vaste plantation, le modèle de la plantation étant celui où tout doit être au maximum productif et où le seul souci, c'est la productivité précisément. Et puis, en conséquence, bien sûr, comme débouché, l'accumulation de la richesse. Donc c'est un rapport à l'environnement que ces siècles du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge, dont tu nous parles dans ce livre, ne connaissaient pas. Et autrement dit, c'est probablement une situation aussi, pour reprendre les termes de Jason Moore, dans laquelle l'humanité, le rapport que l'humanité entretenait à la nature, parce que nous, on parle de nature comme quelque chose d'extérieur, le rapport que l'humanité entretenait à la nature était lié aussi à un rapport différent qu'elle avait avec elle-même. Elle ne se pensait pas en dehors d'un continuum avec la nature, avec peut-être la création.
Ce livre, j'ai mis plus de 10 ans à l'écrire et il traverse toute une série de conjonctures. C'est d'abord une suite, si je puis dire, un tome 2 au premier livre qui était sur le travail. Des collègues m'ont dit, si tu as parlé du travail, maintenant il faudrait que tu parles de ce qui est en jeu dans le travail, c'est-à-dire le matériau, la matière, les choses. Ce livre s'appelait Le temps des laboureurs. Voilà, c'était Le temps des laboureurs. Et ça, c'était la première chose. Et puis, un certain nombre de questions on m'a dit, il faudrait que tu nous expliques des choses comme l'urbanisation que tu as soigneusement évité d'évoquer dans Le temps des laboureurs. Qui était centré sur les campagnes, parce que le laboureur, c'est le paysan qui laboure, celui qui laboure son champ. Voilà, c'était uniquement l'homme à la charrue. Une économie rurale. Et puis, deuxième chose, une collision avec un événement de carrière. Il y a un peu plus en 2009, je commence à travailler, à fabriquer à l'intérieur de mon université, qui s'appelait alors Paris 7, quelque chose qui s'appelle le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, ce qui est étrange pour un médiéviste, mais ce qui faisait sens pour tout le monde, y compris pour moi. L'idée étant d'essayer de réfléchir au thème de la transition énergétique en interdisciplinaire, en lien avec des physiciens, des biologistes et puis toutes sortes de gens de sciences sociales. Donc voilà le point de départ. Donc c'est 2009 et à ce moment-là, on est, je dirais, entre scientifiques un peu à l'écart des grands débats, tout en ne les ignorant pas parce que c'est assez difficile de les ignorer, mais avec une idée qui est transition énergétique, il faut qu'il y en ait une. Il y en a déjà eu. Il y en a eu même dans des époques qui ignoraient totalement la notion d'énergie. À quoi ça correspond ? Comment ça se fait ? Est-ce qu'on peut la rater ? Il y en a eu un certain nombre qui ont été ratés. Après tout, la révolution industrielle est peut-être aussi, vue maintenant, une transition énergétique qui a raté de manière très très sérieuse. À partir de la fin du 18e et du 19e siècle. Hein. Voilà, en plus avec le problème de savoir exactement de quoi on parle. Et je dirais, à partir du moment où on a commencé à être en asymptote avec le débat sur l'Anthropocène, l'idée que j'avais, mais que je n'étais pas du tout le seul à avoir à l'intérieur de ma petite communauté, c'est se poser la question de savoir quand ça s'est passé n'est pas très intéressant, parce que ça n'explique pas pourquoi ça s'est passé. Est-ce que si Christophe Colomb avait traversé un siècle avant, ça aurait commencé un siècle avant? Est-ce que si Abraham Darby avait trouvé la manière de mettre du charbon dans les hauts fourneaux 40 ans plus tard, ça aurait commencé 40 ans plus tard? Ça fait peser sur l'événement des responsabilités et qu'aucun historien ne veut donner à de l'événement pur. Donc, quelle est l'alternative? L'alternative, c'est de se poser la question des dynamiques. Ça ne démarre pas par hasard. On ne sort pas de route par hasard. On sort d'abord de route parce qu'on allait vite. Et donc, la question, c'est quand est-ce qu'a été prise cette vitesse dont actuellement nous ne voyons pas comment la modérer. Ça fait penser à l'idée de la grande accélération, hein, qui est aussi une question, un débat. Est-ce que la grande accélération de la croissance économique, de la démographie, a commencé au XVIIIe siècle? Est-ce qu'elle est antérieure? Ce qu'il y a de sûr, c'est que depuis les années 50, elle a cru de façon absolument exponentielle. Mais si je suis bien, c'est pas tant le moment que les modifications du système, hein, voilà. Le système qui fait question. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Puis c'est une très très vieille question des historiens. Est-ce que la part importante, c'est le moment où l'inertie est acquise et de manière irréversible on se dirige vers un but, ou c'est le moment où on arrive à ce but, révolution, sortie de route? Qu'est-ce qu'on va conserver dans notre chronologie entre le moment où on a les symptômes que quelque chose est en train de suivre son cours et que ça va être difficile que ça n'aille pas jusqu'à terme, ou
le moment où le terme devient extraordinairement spectaculaire. Donc, de ce point de vue-là, je pense que la prolifération des études qui disent alors c'est 1492, non c'est 1454, non c'est 1348, non c'est 1632, c'est Descartes, c'est Francis Bacon, Il y a à la fois les éléments philosophique, la manière de penser le monde. Là, tu parlais par exemple de Descartes comme aux ruptures, mais dans ton livre, on est très attentif aux techniques aussi. Voilà. Les moyens concrets d'agir sur l'environnement et de transformer finalement ce qui entoure en environnement, c'est-à-dire en quelque chose d'extérieur et en ressources. La question, c'est essayer de penser ensemble les choses, les rapports sociaux qu'on a aux choses et le langage qui va avec. Penser tout ça dans la même manière, dans la même dynamique et se dire, OK, une charrue, c'est indiscutablement très, très, très matériel. C'est du bois, du fer, c'est de l'abrasion, c'est de la traction, c'est des choses comme ça. Et de ce point de vue-là, il est absolument indispensable d'avoir, je dirais, un petit peu l'appui des physiciens pour se dire ça marche comment, ça tire comment, où sont les forces, du à biologiste. Quel point ça gratte ou pas, en profondeur ou pas. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand on retourne la Terre ou qu'est-ce qui se passe quand on l'ouvre. Là, tout ça est absolument nécessaire et tout ça nous dit qu'il y a des contraintes qui pèsent sur les actes et sur les techniques. Et puis, deuxième chose, quand il y a une charrue tirée par un bœuf ou tirée par un cheval, ça n'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre autour qui va justifier, donner profit, rendre raison du travail et du fruit du travail? J'aime pas la notion d'environnement parce qu'à l'évidence, aucun homme du Moyen-Âge n'aurait pensé environnement. Comme historien, moi j'aime beaucoup le vêtement. J'ai du mal à concevoir que le vêtement soit environnement de quoi que ce soit. Il est à la fois nous, autour de nous, en rapport avec des choses qui sont loin de nous, moutons ou verre à soie ou coton. Mais ce n'est pas quelque chose sur quoi nous soyons dans un face-à-face. Et la notion d'environnement, donne une espèce de nature stable au fait que nous serions en face d'eux. Nous ne sommes pas en face d'eux. Donc nous sommes en dehors d'eux. Et en dehors d'eux, du coup. Nous sommes au milieu d'eux, nous sommes cause d'eux, nous sommes sujet d'eux, nous sommes victimes d'eux, nous sommes l'un d'eux. Ce que tu décris dans ce livre, c'est un monde dans lequel il y a un continuum entre les humains et ce qu'il y a autour d'eux. Tu parlais du vêtement, mais ça implique aussi évidemment la végétation, le relief, l'air, l'eau, des choses qui sont mises à profit, utilisées par les techniques et que nous, du coup, on considère comme ressources, mais qui ne sont pas vues comme telles. Qui ne sont pas vues comme telles. Et de ce point de vue-là, je passe quelques pages sur un moment que tu connais bien, qui est le moment franciscain, le Cantique des créatures, dont on a trop souvent tendance à méconnaître à quel point c'est un texte profond et compliqué, dit simplement que l'homme n'est que l'une des créatures au milieu des autres créatures. Et notre sœur l'eau, etc. Et moi, j'avais toujours été frappé, et pas d'une manière, si je puis dire, pas par la lecture religieuse qu'on peut avoir de ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. Nourrir ceux qui ont faim, donner à boire aux assoiffés, vêtir ceux qui sont nus. On n'est pas sur de la gentillesse charitable. Des impératifs religieux qui ont un sens structurel dans un système où, précisément, il n'y a pas cette extériorité de ce qu'on appelle, nous, l'homme et la nature. On est sur de l'anthropologique. Et on est sur une anthropologie qui est commune à peu près à toutes les civilisations de l'ancien continent et qui dit simplement quand une créature humaine agonise nue, assoiffée et affamée au milieu du monde, le péché règne, l'empereur n'est plus l'empereur, le calife n'est plus le calife, l'ordre nécessaire du monde n'est pas respecté. Voilà, l'ordre a disparu. Et je pense que ça, c'est d'abord quelque chose que
nous avons absolument peut-être pas complètement oublié. Bon, peut-être invisibilisé la question. Voilà. Je dirais c'est quelque chose qui nous choque peu. Sauf quand une belle photo vient nous le rappeler. Et ça, je pense que c'est la base d'une critique nécessaire du présent, parce que l'historien parle du présent, ça j'en suis profondément convaincu. Alors, ce cantique des créatures dont tu parlais, c'est un texte de saint François, un saint particulièrement révolutionnaire, qui justement rompt avec une certaine tradition médiévale de rejet du monde, de refus du monde et d'attente de la fin des temps, au tout début du XIIIe siècle, en disant au contraire qu'il faut célébrer l'ensemble de la création comme produit de la bonté divine, ensemble dans lequel les hommes et les femmes s'insèrent avec les autres. Je rappelle que François, le pape qui a choisi ce prénom, et c'était la première fois qu'un pape adoptait un nouveau prénom depuis plus de 1000 ans, évidemment en référence à saint François, le pape actuel qui fait une encyclique sur l'écologie, et qui l'appelle Laudato Si, c'est-à-dire avec les premiers mots du texte de saint François dont on parlait, présente finalement comme un péché, comme une faute contre l'ordre du monde, justement, l'absence de souci du continuum entre l'humanité et le reste du réel, et le reste du monde. Alors, pour justement décrire ces manières d'être de l'époque où il y avait encore ce continuum entre le monde et l'humanité, en quelque sorte, en tout cas en Occident, cette époque-là, les 11e, 14e siècles, tu choisis finalement 3 grandes voies d'approche. Il y en a une qui concerne le roman de Renard, qui met en scène une déstabilisation, tu le montres, de la société liée à la croissance, liée à justement une première prise du dessus par l'humanité sur les conditions naturelles. Ça, c'est le premier plan sur lequel tu te situes. Il y en a un deuxième, c'est le développement de l'ordre cistercien, un ordre monastique. Alors on pourrait se dire, là encore, c'est du religieux, quel rapport ? Il joue un rôle majeur dans l'accélération de la croissance au XIIIe siècle, au XIIe et au XIIIe siècle en particulier. Et puis, troisième point, peut-être qu'on pourrait revenir sur chacun de ces trois vues, finalement, le développement d'un mastodonte, d'un monstre urbain qu'est Paris, tout à fait extraordinaire à l'époque et qui est à la limite de la soutenabilité du point de vue de la culture matérielle, enfin du point de vue de ses ressources, des ressources de cette population. C'est une ville qui a une taille contemporaine, telle que Paris se présente, sans doute avec plus de 200 000 habitants autour de 1300, eh bien, ce serait encore aujourd'hui, avec cette taille, une grande ville. Alors, trois directions, elles convergent vers la même chose, c'est-à-dire que chacune dégage une voie vers notre notion de ressources. Renard, je ne pense pas être le seul médiéviste à lire le texte et à me dire qu'est-ce qu'on en fait. Et puis, il y a quelques années, un philologue suisse qui s'appelle François Zufferet écrit une série d'articles pour dire non, vous vous trompez, on peut dater les premières branches du roman de Renard. On a une idée du milieu d'où elles viennent. Elles viennent de quelqu'un qui est un poète anglo-normand qui s'appelle Pierre de Saint-Cloud, qui vient du cercle des poètes plantagenets. Et là, d'un seul coup, quelque chose pour moi se met à se connecter. C'est-à-dire que si cet homme vient du milieu où l'on pense les 3 ordres, à ce moment-là, Renard, c'est un désordre absolu, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Un milieu où on pense les 3 ordres, c'est-à-dire la trifonctionnalité. La trifonctionnalité, c'est ce modèle qui dit il y a 3 ordres. Alors, c'est 3 manières d'être dans la lumière de la providence, on va dire. Dans la société humaine et dans le monde. Dans la société des hommes, être de ceux qui travaillent, être de ceux qui combattent ou être de ceux qui prient. Et c'est dans le milieu plantagenet, c'est-à-dire à la cour des rois d'Angleterre et duc de Normandie, duc d'Anjou, comte d'Anjou, duc de Normandie, que se développe ça avec un autre. Il faut le dire, ce sont de très grands écrivains. Benoît de Sainte-Maure, qui est l'homme qui fait ça, est un écrivain tout à fait impressionnant, même si aujourd'hui le français du XIIe siècle est un peu rugueux. Quand on se laisse aller à entrer dans ces vers, on est saisi par la prestance de la pensée. Et donc il y a un texte qui est un texte panoramique qui dit voilà.
Les trois ordres, c'est ça, et c'est là-dedans que le roi exerce son pouvoir. Et puis on a le roman de Renard qui dit on va s'interroger sur une grande colère. Alors c'est bien évidemment quelque chose qui s'inspire de l'Énéide, qui s'inspire de la tradition des romans de Troie, donc d'une autre œuvre de Benoît de Sainte-Maure, qui est un texte quand même extrêmement obscène, extrêmement brutal et à volontiers. Enfin, je pense que pour une bonne partie d'entre nous, c'est illisible à haute voix devant des étudiants. D'autant plus que c'est drôle et qu'on est un peu embarrassé à se dire d'autres ont ri avant nous, mais de quoi rions-nous? C'est d'autant plus bizarre que ce sont quand même des animaux imaginaires, hein, ce sont des toons. C'est dans la tradition des fables ésopiques qui mettent en scène non pas des humains mais des animaux qui ont des comportements en fait qui correspondent à un type social humain. Voilà. Et du coup, l'histoire est simple et elle va engendrer une espèce de donc un arbre. Puisque dès le début, ces chapitres s'appellent des branches. Des développements, quoi. On va broder à partir de... On va broder, on va greffer sur l'arbre. Et donc, Renard, dans un moment de furie, a violé Hersande, la louve, épouse de Isengrin, le loup, le connétable du roi, qui est l'oncle de Renard. Bon, c'est le schéma de Tristan et Iseult, arrangé d'une manière extraordinairement brutal et sarcastique. Et le point de départ, c'est tout ceci, le révélateur d'un désordre absolu. D'un désordre absolu que Jacques Le Goff avait repéré en des temps anciens. Ces animaux sont des seigneurs. Le lion est le roi, le loup est le connétable, il y a un sénéchal qui doit être le sanglier ou le daim. Tous ces animaux sont la cour royale. Et Renard ? Renard est un baron et Renard est un personnage, comme on dit chez les spécialistes des sagas, de trickster. C'est celui qui va pourrir l'existence des autres en les poussant dans les directions les plus absurdes et en faisant de sorte que les conséquences soient les pires qu'on puisse imaginer. Et donc il crée l'action, il crée l'action. Et alors c'est l'autre chose qui est importante, c'est que Pierre de Saint-Cloud, donc l'homme qui crée ça, est un merveilleux écrivain animalier. C'est-à-dire que ces animaux sont des animaux. Ces animaux rampent, sautent, ont des becs, et il parvient avec une langue extraordinaire à faire grouiller le peuple des animaux. Et donc, ils sont à la fois de manière... alors, c'est pas tout à fait par hasard que Walt Disney s'était intéressé au roman de Renard avant d'être horrifié par le contenu du texte, mais ce sont des personnages de dessin animé. Et alors toi, en tant qu'historien de la société et de l'économie, tu lis dans ces intrigues la traduction d'un désordre systémique lié à des évolutions économiques et techniques. Et l'avènement, si j'ai bien compris, d'une nouvelle classe sociale en force, en quelque sorte, qui vient troubler le jeu au sein de l'aristocratie, c'est la paysannerie. Alors, c'est là où l'aide des collègues physiciens a été extrêmement utile, parce que on a ces animaux qui passent leur temps à chasser, ne trouvent plus de proie, ne veulent absolument pas se nourrir de quoi que ce soit de végétal. Ce sont des carnivores. Parce que la noblesse mange de la viande. La noblesse mange de la viande. Et on a cette scène récurrente. Il court éperdument à travers le bois et se bloque face à un mur. C'est une abbaye. Face à une haie, c'est un village qui vient de se construire. Et donc, ce que décrit le roman de Renard, c'est l'émiettement du royaume des animaux. Et de manière très concrète, ces animaux n'ont plus d'écosystème qui permettent de les stabiliser. Alors que nous, de fait, on sait que c'est l'époque qui voit apparaître, ou se développer le réseau des villages et prospérer ces nouvelles abbayes qui sont construites à des endroits qui avant étaient souvent incultes, comme c'est le cas avec l'ordre cistercien. Exactement. Donc ça traduit une nouvelle réalité économique et sociale. Donc c'est parfaitement, c'est réaliste à plusieurs niveaux. Réaliste du point de vue seigneurial. Les seigneurs sont désormais obligés de négocier avec les paysans pour obtenir des rentes.
et ils ne peuvent plus se servir. C'est réaliste du côté des animaux. Les animaux doivent errer et doivent s'attaquer aux éléments réunis par les animaux pour survivre. Leur écosystème a changé, quoi. Leur écosystème a changé. À cause des développements humains, quoi. Voilà. Et du coup, ça dit qu'il y avait un régime qu'on dirait en flux, un régime totalement lié au cycle des saisons et à la croissance, au renouvellement des espèces, etc. Et on est obligé de passer à un régime de stock dont les paysans sont désormais les maîtres. Donc il y a une accumulation. Il y a une accumulation et il faut essayer de rentrer dans le grenier des paysans. Et la chose est très frappante pour le chat Tibère, qui doit être un énorme chat sauvage, peut-être, on ne sait pas, c'est un grand félin des bois. Il y a un dialogue stupéfiant où Tibère a faim et dit « je reprendrai bien du poulet ». Et Renard dit « tu n'as jamais mangé de poulet, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Les chats, ça mange des souris. Et il va envoyer Tibère dans le grenier du curé, parce que dans le grenier du curé, il y a du blé, et là où il y a du blé, il y a des souris. Un stock de blé, c'est un stock de souris pour un chat. Il va envoyer Brun l'ours vers les ruches. Les ruches sont un stock de miel. L'ours est à son affaire quand il y a un stock de miel, etc., etc. Et ces derniers points, parce que ça c'est quelque chose qui n'est pas dit clairement, qui est dit une fois. Renard se laisse tomber sur une route, les marchands arrivent, regardent et disent c'est une belle peau d'un renard rouge, ça va valoir cher. Et on va pouvoir commercialiser. Bon, on va pouvoir faire entrer ça dans les échanges, dans la transformation. Voilà. Et Renard n'est absolument pas mort, va s'enfuir en mangeant tous les poissons qui sont dans la charrette. Mais au même moment, on a sur la foire de Lagny une magnifique série de tarifs de mise en vente des fourrures, et tous les animaux du roman de Renard sont en vente à la douzaine, au 100, pas le lion, pas le léopard, mais tous les autres sont en vente dépouillés dans les étals de fourrure. Donc il y a là quelque chose qui dit ils sont exclus, affamés et marchandisés. Et là, on se dit, on est le Pierre de Saint-Cloud, quand il a dessiné ça, il a attrapé une vraie chose. Parce qu'à ce moment-là, je le soulignais, parce que ce n'est pas forcément évident, nous deux on est médiévistes, mais on est au moment, au XIIe siècle, des premiers effets très marqués de transformation de la société, d'une croissance économique qui a été très très lente au cours du haut Moyen-Âge, mais qui tout à coup s'accélère. Alors, deuxième chose, les ennemis, ceux que Renard déteste absolument, c'est les cisterciens. Et quand on regarde ça, on se dit c'est intéressant. Parmi les animaux, il y a un ecclésiastique. On sait que le chameau qui porte le nom de Musard, c'est-à-dire le crétin, est le portrait, y compris dans son langage, qui est un italien, un franco-italien extrêmement drôle, c'est le légat Pierre de Pavie. Un représentant du pape, donc. Donc un représentant du pape, et que cet homme ne dit que des imbécilités et aboutit en général à dire l'Église n'a rien à voir avec ça. Donc il n'y a rien à voir pour l'Église dans le monde des animaux. Et puis, alors que c'est la grande puissance sociale et temporelle et politique montante, l'Église à cette époque-là. Et que nous sommes... La papauté en particulier. Nous sommes entre deux conciles de Latran, nous sommes à un moment qui est un moment absolument crucial d'imposition à toute l'Europe de la réforme ecclésiastique. Autrement dit, du système du dualisme des pouvoirs, avec le clergé qui a sa propre juridiction, qui est extérieur au monde des laïcs, et c'est l'Ancien Régime, en fait, qui se met en place, puisque ça va être le cas jusqu'à la Révolution française. Voilà, et qui dicte la discipline que les laïcs doivent tenir. Donc là, il y a aussi un discours politique très, 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 très clair. C'est l'hostilité extrêmement profonde des auditeurs, pour le moins, face à cette prise de pouvoir par l'Église. Et donc là-dedans, les cisterciens sont l'ennemi. Un ordre religieux parmi les autres, mais je le disais, le plus emblématique de la croissance économique, qui est un des acteurs de la croissance économique au XIIe siècle. Voilà. Alors, je crois qu'il faut peut-être redire ce que c'est le CITO. Création 2 ans avant 1100.
Vers 1150, il doit y avoir à peu près 300 abbayes cisterciennes, 600 vers 1200. Dans toute l'Europe de l'Ouest. Dans toute l'Europe. Et au milieu du XIIIe siècle, beaucoup plus de 1000, moins de 2000, mais plus de 1000, qui vont de la Transylvanie jusqu'à l'Irlande, de la Suède jusqu'à la Calabre, ou la Sicile, ou l'Andalousie. Enfin, pas l'Andalousie, la Castille, soyons. Ils sont toujours installés dans des terres qui, jusque-là, n'avaient pas été mises en valeur, le plus souvent. Ou qui avaient été mises en valeur et dont on expulse les paysans. Ça permet de dire qu'il n'y avait personne. Il y a diverses manières de faire et les cisterciens ne s'embarrassent pas de scrupules puisqu'ils sont justifiés. Bon, je prends un ton sarcastique, mais c'est une aventure admirable. C'est une aventure vraiment extrêmement impressionnante. À la fois spirituelle et économique, c'est ça qui est fascinant. Spirituelle, parce que Bernard de Clairvaux et ceux qui vont le suivre est un immense penseur. Ça n'est pas quelqu'un de sympathique, mais c'est un immense écrivain. Économique, parce que d'un seul coup, on voit se mettre en connexion l'ensemble des pays européens par le biais de ces communautés. Dernière chose, c'est en principe, comme tous les moines, les cisterciens sont pauvres. Leurs abbayes sont des choses extraordinairement belles. Fontenay ou Sylvacane ou le Toronnais sont des lieux sans aucune décoration. Donc on a souvent dit cette sobriété est la preuve de la pauvreté. Non. C'est une austérité design. Aristocratique. Aristocratique, merveilleuse. Ce sont des monuments d'un luxe et d'une somptuosité sans égal. Donc il faut arrêter de penser que les cisterciens sont pauvres, mais les cisterciens ont mérité d'être riches par leur travail, par leur imagination et par le fait que, grâce à des institutions très étranges, par la réunion tous les ans au mois de septembre de tous les abbés de l'ordre dans l'abbaye de Cîteaux, où ils vont discuter, où on se dit ça devait être beaucoup de prières, mais ça ressemble quand même beaucoup à un séminaire de management. Ou un conseil d'administration. Oui, un conseil d'administration. Cîteaux, donc je rappelle, en Saône-et-Loire. Saône-et-Loire, oui. Alors, il faut se souvenir, les granges de l'abbaye de Cîteaux s'appellent Pomard, Gevrey, Vougeot. Pour celles qui sont dans la vallée, voilà. qui sont en Bourgogne. Donc il faut quand même dire respect, mais en disant, voilà, il y a un lien absolument instinctif entre Cîteaux et le marché local et le marché international. Mais les monastères cisterciens s'engagent dans des productions quasi industriels dont les produits, par exemple la laine en Angleterre, c'est bien connu, sont destinés à être mis sur le marché et non pas du tout à une utilisation locale, à une économie de subsistance. Il y a un circuit international. Les cisterciens d'Angleterre exportent leurs matières premières produites par leurs troupeaux, par exemple, en Flandre, dans les villes drapières, qu'ils transforment. Exactement. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui à chaque fois me stupéfie. C'est une abbaye cistercienne, les statuts le disent, c'est 12 moines et un abbé. Et puis, quelques livres, pas beaucoup. Les cisterciens n'aiment pas trop la culture. Et de quoi dire la messe. Et puis au bout de moins d'une décennie, l'abbaye a proliféré, elle a mis la main sur les richesses locales, donc elle a compris qu'ici c'était du fer quand on est en Champagne, ici c'est de la laine quand on est dans le nord de l'Angleterre, c'est une mine d'argent en Saxe ou en Italie centrale, c'est du sel en Franche-Comté, donc, et puis autour de Paris c'est des quantités monstrueuses de blé. Donc c'est une mise en valeur, c'est un système qui est productiviste. Qui est productiviste et qui dit simplement que dans les faits, la notion de ressource, elle est là. Les cisterciens arrivent et ce qu'il y a à faire, ils le font. Est-ce qu'il y avait des pages tout à fait étranges de Georges Duby sur la richesse, mais sitôt en crise? Non. Personne ne devient riche malgré lui. Non, ils ont cherché à l'être dans un monde où tout le monde cherchait à l'être. Eux, ils sont parvenus. Donc respectons ça. Et disons que... Alors, il y a probablement derrière cet aspect, ils ont augmenté la création.
d'un point de vue... Au plan spirituel, c'est comme ça que ça se conçoit. Je pense que d'un point de vue spirituel, ils disent être restés dans le paradis terrestre et ils mettent le paradis terrestre en production en utilisant toutes les ressources que le Créateur leur a données. Donc c'est une œuvre pieuse finalement que d'augmenter la création. Il y a des pages merveilleuses d'Augustin sur ça qui disent quel est le travail qu'Adam faisait au paradis. C'est de donner le maximum de puissance, je crois qu'il utilise ça, à tout ce que le Créateur a mis dans le paradis. S'il y a d'autres ordres qui sont quasiment pour une annihilation ou une disparition du religieux à l'intérieur du paysage, ces grands monts au même moment, les bons hommes de grands monts travaillent à n'être rien. Et c'est un autre ordre nouveau religieux. Un autre ordre religieux qui est antithétique à celui de Cîteaux, donc de ce point de vue-là. Voilà, mais dans la même famille. C'est ça qui est intéressant. Qui cherche à disparaître, en quelque sorte, dont les membres cherchent à disparaître. Dont la règle dit vous ne posséderez rien, et pour ne rien posséder, vous n'aurez pas de titre de propriété. Point. Pour les historiens, c'est dramatique. Ça n'a pas on ne sait rien de Grandmont, mais ils disent vous serez pauvre. Et la seule manière d'être pauvre, c'est d'être comme les paysans. C'est tout. Donc on a ces deux tendances complètement divergentes de ce point de vue-là. On peut peut-être finir sur Paris. Tu faisais allusion à la quantité monstrueuse de richesses qui sont produites eu égard à ce qui se faisait avant, dans les siècles précédents, autour de cette ville très spéciale au cœur de l'Île-de-France. Une bonne partie du livre est consacrée à ce mastodonte qui, tu le dis dès le départ, a quelque chose de tout à fait excessif, qui n'est pas finalement dans la logique structurelle, dans l'écosystème, dans l'économie générale de la nature et des hommes de l'époque, qui est au-delà parce qu'il correspondrait en fait à un projet politique d'affirmation et même à une certaine arrogance. Et c'est là qu'on voit le politique donc, et quelque chose de nouveau qui est la royauté, souveraine et transcendante, qui arrive. Alors, Paris, c'est donc, on dit 1328, plus de 250 000 habitants. Donc, dans les 10 plus grandes villes de France actuellement. C'est tout. Alors qu'on est dans une économie qui ne peut pas, a priori, soutenir ça, ne peut pas, une telle concentration. Et que tous les urbanistes sont d'accord, à 200 000, il faut des capacités d'assurance complètement différentes. D'assurance, c'est-à-dire d'être capable de survivre à tous les à-coups dans l'approvisionnement. On ne peut pas se permettre de ne plus avoir de blé sur le marché quand il y a 200 000 habitants. Et ça marche. Donc, comment ça marche ? D'abord, parmi les plus belles terres du monde, Picardie d'abord, Beauce ensuite, des structures extraordinairement efficaces pour faire arriver le maximum de nourriture à Paris, une population aux alentours qui est de manière claire, sous pression du servage. C'est un statut personnel de dépendance de la paysannerie. Ils sont dominés, mais beaucoup d'entre eux sont riches, et les autres pourront se libérer en allant à Paris. Donc les populations des alentours de Paris, à la fois essayent de s'émanciper en dopant leur culture, et pour les pauvres, ils vont aller dans Paris où personne ne leur rappellera qu'ils ne sont pas libres. Et ils vont constituer un prolétariat urbain. Est-ce qu'ils vont avoir les ressources pour vivre correctement ? Mon hypothèse est que c'est la première expérience de la grande ville, avec sa dureté, mais aussi avec quelque chose qui est de l'ordre de la fierté. Et puis parce que là-dedans, il n'y a pas une seule innovation technique, quasiment. Mais il y a une innovation architecturale. Gothique est inventé à Paris, à Saint-Denis, ce qui est la même chose, en 1130, c'est-à-dire à peu près un siècle avant le reste de l'Europe. Et là encore, dans l'orbite de la royauté française, une royauté particulièrement puissante qui arrive particulièrement à s'affirmer. À s'affirmer et à affirmer un ordre esthétique qui est un ordre esthétique absolument nouveau par la manière de défier tous les équilibres. Donc c'est un ordre, c'est un moment de déséquilibre intense, et c'est là que le discours énergétique vaut. Il y a les églises gothiques, par la quantité de métal qu'il y a dedans, par les vitraux, par justement cette manière de défier
les équilibres statiques, ce sont déjà des monuments du 19e siècle. On a tendance à ne pas le voir. Probablement l'abbé Suger, quand il dit « j'ai lancé » l'opus francigenum, voilà, la manière de construire qui est celle de France, c'est-à-dire de l'île de France, voilà, ce qu'on appellera plus tard le gothique. Et il, parlant du cœur de Saint-Denis, il dit les 12 piliers projettent l'Église vers le ciel. C'est effectivement l'impression qu'on a, et ça, c'est quelque chose d'absolument nouveau par justement les défis qui sont dedans. Il n'y a pas l'ombre d'un classicisme dans cette histoire-là. Il y a une recherche de déséquilibre, et je pense que ces déséquilibres nous amène à peut-être un coupable vers la direction de l'Anthropocène. Ce plaisir, cette joie du déséquilibre est probablement quelque chose qui nous dit ce vers quoi, quelques siècles plus tard, se dirige l'Occident sans jamais être revenu sur ça, sur cette ivresse d'agir hors équilibre. C'est le début de la fuite en avant, en quelque sorte. En quelque sorte. Mais ça ne veut pas dire que je dise que l'Anthropocène commence à Saint-Denis en 1130, parce que ça n'aurait absolument aucun sens. Je pense qu'il y a plein d'autres pistes. Il y a d'autres facteurs. Mais celle-là est une piste sérieuse. Merci beaucoup. Merci.